Hop. Alors aujourd'hui, on va parler de l'influence chinoise en Amérique du Sud avec Pizza. Oui, bonjour à tous, journalistes, éditeurs et soldats du Christ. Donc je vais parler de l'influence de la Chine en Amérique latine, donc sa politique étrangère en Amérique latine. Alors d'abord, je vais un petit peu introduire des généralités sur le continent, enfin, c'est pas vraiment un continent, mais la région qu'est l'Amérique latine. Et pour être un petit peu interactif, si vous voulez dans le chat, mettez un mot qui pour vous représente l'Amérique latine. Enfin, quand on vous dit Amérique latine, vous pensez à quoi Et pas Bomba Latina, s'il vous plaît. Donc là, je vois viande, cocaïne, hispanique, cigare, C'est les clichés. Pas Voilà. bench, hein. Tacos, burritos, favelas, voilà, carnaval. Donc c'est un peu toujours ça, hein, on connaît surtout, par exemple, le Brésil avec le carnaval, des choses qui se passent sur la plage, les favelas, le foot, un peu l'Argentine, on va dire que ça se limite à genre Messi, et le Venezuela parce que c'est un peu parce qu'il y a eu des crises, la crise économique, la Colombie avec genre la cocaïne et comment il s'appelle Ah oui, celui-là. j'ai le trou, merde, Pablo Escobar, et le Mexique avec donc la bouffe mexicaine, et les guerres de gangs. D'ailleurs, la guerre des gangs au Mexique, c'est l'une des guerres les plus meurtrières au monde, hein. On est vraiment, c'est des dizaines de milliers de morts, parce qu'on a vraiment un État qui a pas vraiment un contrôle de son territoire. Voilà. Donc déjà pour situer géographiquement, donc l'Amérique latine, c'est donc Amérique du Sud plus Amérique centrale. En fait, c'est toute l'Amérique qu'on donc considère comme latine, donc c'est-à-dire de culture latine, donc soit d'héritage espagnol, portugais, et des fois on met français, mais là le problème c'est qu'après si on met le critère français, tu vois, le Québec il peut être dans l'Amérique latine. Donc en général, en fait, on va plus, quand on parle d'Amérique latine, on parle surtout d'Amérique, on va dire ibérique. Donc c'est-à-dire qu'on va du Mexique à l'Argentine, Chili, donc Amérique du Sud, Amérique centrale. Et donc on a une Plutôt de culture catholique d'ailleurs. oui, alors là après on peut faire une petite parenthèse sur la religion, mais ça bouge un peu. Donc on est sur une superficie de 20 millions de kilomètres carrés pour placer un petit peu l'Amérique latine. Donc en ordre d'idée, la Russie c'est 18 millions de kilomètres carrés, l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés. Voilà. Et on est sur une population d'environ 660 millions d'habitants. Vrai chiffre, hein, c'est pas. Parce que c'est vrai que le chiffre et le nombre est assez cocasse. Voilà. Donc, donc pour parler un petit peu histoire du continent rapidement, donc on a des populations indigènes qui existaient avant la colonisation, et comparé à l'Amérique du Nord, on a eu des civilisations qui se sont vraiment construites. Donc les plus connus, Incas, qui sont plus au niveau du Pérou, la Bolivie, du Chili, et des civilisations mayas qui sont plus vers le Mexique, le Belize, le Guatemala, et Aztèques au centre du Mexique. Donc c'est en fait, on avait vraiment des civilisations construites avec par exemple les Mayas qui avaient accès à l'écriture, avec des villes, des constructions, des bâtiments. On avait ce qu'on peut vraiment appeler des civilisations. Donc on a eu une Oui, il y colonisation. avait des systèmes d'irrigation, astronomie, tout ça. Voilà, C'était pas etc. des guignols dans la jungle. Bon, c'est ça. Ou des guignols avec des tipis, etc. Enfin des tipis, l'habitation, pas les pages. Les cabanes, ouais. Voilà. Et donc on a une colonisation qui va arriver après donc la découverte du continent, on va dire par les Européens. Donc c'est un peu les conquistadors, tout ça. Donc on va avoir l'Espagne qui va en fait prendre le contrôle plus ou moins de toute l'Amérique latine, donc Amérique centrale, du Mexique à l'Argentine, à l'exception du Brésil qui, elle, sera la colonie du Portugal. Donc on va voir pendant donc ça, les colonisations vont débuter environ au XVIe siècle. Donc on va avoir une phase de colonisation, et les décolonisations vont arriver au fait au XIXe siècle. Donc on va avoir avant ça les États-Unis ne sont pas dans l'Amérique latine, hein, si on parle plus d'Amérique anglo-saxonne, qui vont se décoloniser en 1776 ou 1776 s'il y a des Belges genre, qui regardent le live. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir donc déjà cette première
cette première pierre dans la décolonisation du continent. Ensuite, on va aussi avoir en fait ce qui se passe en Europe, c'est qu'il va y avoir les guerres napoléoniennes et en fait l'Espagne et le Portugal vont être défaits par les armées napoléoniennes. Et c'est vrai que ça fait un peu un écho avec les décolonisations qu'on va avoir après la Seconde Guerre mondiale, où en fait on va avoir des décolonisations après la défaite du colon dans des guerres en fait européennes. Et donc on va avoir toute une vague de décolonisation qui va avoir lieu au 19e siècle. Voilà, avec par exemple un héros de l'indépendance qui est Simon Bolivar, qui va être par exemple repris quand le Venezuela il réutilise cette figure. Par exemple, le nom complet du Venezuela, c'est la République bolivarienne du Venezuela. Ce qui se passe, c'est que les frontières en fait du continent vont pas énormément bouger. Il va y avoir quelques conflits au cours du 19e siècle. Donc par exemple, en fait, avant, la Bolivie avait un accès à la mer qu'elle a actuellement plus. Donc il va y avoir des guerres. Il va aussi y avoir un peu des guerres en Amérique centrale, mais plus ou moins les frontières vont pas énormément changer au fil de ces siècles. Et donc ce qui est très important, c'est surtout après les États-Unis. Donc les États-Unis, leurs voisins du Nord, qui vont être le premier pays américain à se décoloniser, et qui, de par sa démographie, sa puissance économique, etc., c'est le premier pays du continent à vraiment s'industrialiser, etc., va vraiment avoir un point considérable sur le continent. Donc on va voir au tout début, donc là c'est avec le graphique, donc on voit l'oncle Sam, la doctrine Monroe. Donc Monroe, c'est parmi les premiers présidents des États-Unis, je crois qu'il doit être 5, 6e, je ne sais plus exactement le chiffre exact. Donc il va produire une doctrine qui en fait qui se dit isolationniste. Donc isolationnisme, à la base, en étymologique, isola, c'est l'île. En fait, pour eux, l'Amérique, c'est une île. Et en fait, c'est de revenir sur cette île. Et donc, en fait, pour eux, isolationniste, c'est se couper des affaires de l'Europe, de l'ancien monde, du vieux continent, et en fait de prendre vraiment le contrôle de l'île. Et donc c'est un peu cette phrase, l'Amérique aux Américains, et donc vraiment que l'Amérique soit le précaré, l'Amérique latine soit le précaré des États-Unis. Et il va avoir à la fin du 19e siècle une guerre entre l'Espagne et les États-Unis qui va définitivement supprimer vraiment les derniers restes d'influence de ce pays sur le continent, qui possédait encore à l'époque, par exemple, Cuba ou Porto Rico. C'est de cette époque où après les Américains vont avoir la célèbre base de Guantanamo, où il y a aussi une prison là-bas, qui se situe à Cuba d'ailleurs. Voilà. Et en fait, cette doctrine va se réactualiser au fil des décennies. On va avoir la doctrine politique par Theodore Roosevelt, puis après, avec l'époque du communisme et la doctrine Truman d'endiguement du communisme, qui va un peu réactualiser cette doctrine, où on va avoir les États-Unis qui vont être notamment très présents économiquement, mais aussi politiquement. On va avoir de nombreux coups d'État fomentés par la CIA. L'un des plus connus, c'est ce qui s'est passé au Chili avec Pinochet. En fait, au Chili, dans les années 70, il va y avoir un gouvernement socialisant de Salvador Allende. Et les États-Unis ont assez peur d'un rapprochement avec l'URSS, même si honnêtement, il n'y a rien qui prouve vraiment qu'il y aurait vraiment un rapprochement assez fort. Et donc, ils vont soutenir le coup d'État d'un militaire, Augusto Pinochet, pour renverser le gouvernement et avoir un gouvernement, on va dire, pro-américain. Et d'ailleurs, la stratégie va assez bien fonctionner. Le seul État qui va vraiment rester communiste dans la durée pendant la guerre froide en Amérique, c'est Cuba. D'ailleurs, il y a même anecdote assez drôle. Il y a donc l'île de Grenade qui, en fait, il n'y a pas que la reine d'Angleterre. Enfin, maintenant c'est le roi Charles III. En fait, il n'est pas que roi du Royaume-Uni, il est aussi roi du Canada et tout un tas de pays, et aussi roi d'une petite île dans les Antilles qui s'appelle Grenade. Et en fait, cette île va basculer communiste, mais en fait, le chef d'État officiel, c'était toujours la reine d'Angleterre. Et donc les États-Unis ont fait une intervention militaire contre Grenade, contre un pays gouverné par la reine d'Angleterre. C'était une petite anecdote assez drôle. Donc les États-Unis vont vraiment avoir un poids majeur sur le continent. On voit les répercussions, par exemple, de la crise économique de 29, où le dollar a toujours été un peu la monnaie du continent, parce que les économies là-bas étaient très faibles. On a vraiment une industrialisation qui va être tardive et qui peine toujours à vraiment s'imposer actuellement. Voilà. Donc ça, c'était un point environ historique. Pour rappeler encore quelques petites généralités assez importantes sur le continent. Donc j'ai rappelé pour la superficie, la population. Donc vraiment les pays importants du continent, c'est vraiment
déjà le Brésil, qui est en termes de superficie parmi les plus grands pays de la planète, 200 millions d'habitants, donc c'est quand même le poids lourd de la région. Après, on a aussi à ne pas oublier le Mexique, qui est quand même environ 130 millions d'habitants, donc frontalier avec les États-Unis. C'est quand même un pays très important, même s'il y a des gros problèmes de stabilité, de contrôle du territoire au Mexique. On a après aussi l'Argentine, qui est aussi un pays assez important, ou encore la Colombie, on est environ sur 45 millions d'habitants chacun. Voilà. Donc d'un point de vue de la langue, on est quand même sur une domination espagnole et portugaise, donc portugaise au Brésil et espagnole sur le reste de l'Amérique latine, même si par exemple en Bolivie, en Pérou, en Équateur, il y a en fait une très forte population indigène, mais vraiment indigène, pas juste métisse, où donc dans ces pays, en fait, les langues indigènes sont aussi langues officielles et sont encore assez présentes. Et en fait, ethniquement parlant, le continent est en fait à majorité de métis, soit de métis entre colons européens et indigènes, ou entre colons descendants de colons européens et descendants d'esclaves africains. Par exemple, au Brésil, c'est surtout des métis en blanc-noir, on va dire. Et par exemple, au Mexique ou en Colombie, on va avoir surtout des métis blancs amérindiens. Après, il y a toujours aussi, par exemple, en Argentine, on va avoir une population quasiment que blanc, je crois. Voilà, c'est ça. Et en fait, surtout pas forcément pas des descendants des colons européens, non, mais plus des descendants des immigrations européennes. Des immigrés, ouais, il y a eu des vagues. Il y a eu plein d'Italiens, je crois, aussi à une époque. Des Italiens, des Allemands et des Allemands, pas que après 45, hein, pas forcément que eux. C'est d'avant, ouais. Voilà. Donc voilà. Et par exemple, on a Bolivie, Pérou, Équateur, on a des pays qui sont vraiment avec une forte population vraiment indigène. Mais alors, il y a l'Argentine. Après, alors moi je vais parler surtout Amérique latine, mais par exemple dans les Antilles, la population indigène, on est quasiment à 0,1%, voire quasi inexistante sur certaines parties du territoire. Donc voilà, on a pour la question ethnique. La question religieuse, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a environ catholiques, 20% de protestants. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, on était à 94% de catholiques pour 1% de protestants. En fait, il y a une vague, vague d'évangélisation aux États-Unis qu'on retrouve par exemple au Brésil. Par exemple, Bolsonaro, il est soutenu par, il est évangéliste. Et, par exemple, il est soutenu par des évangélistes. D'ailleurs, au Brésil, il y a énormément de footballeurs connus parce qu'un peu les footballeurs au Brésil, c'est un peu les superstars, quoi. Et beaucoup donc sont évangélistes. Pour les plus connus, par exemple, il y a Ronaldinho ou Kaka. Kaka, c'est vraiment un nom de footballeur, hein, c'est pas juste voilà, qui ont d'ailleurs soutenu Bolsonaro et qui sont par exemple évangélistes. Voilà. Pour les autres généralités, on a des problèmes de stabilité politique et économique. Alors certes, c'est pas un niveau africain, voilà, mais c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'il y a énormément de destitutions de présidents, qu'il y a eu une vingtaine en à peine 30 ans. Beaucoup de scandales et de corruption. On a une corruption quand même qui est assez forte. Des coups d'État quand même qui ont eu lieu sur tout le siècle dernier. Il y en a eu énormément. Il y a un peu aussi. À cause de qui les coups d'État, ça c'était juste le bordel là. Majoritairement, les coups d'État étaient soutenus par les États-Unis pour comment dire. La doctrine encore Monroe. Oui, mais là après on est plus sur une doctrine Monroe, on va dire actualisée à la sauce guerre froide, donc c'est un. Oui, parce que la version ancienne de la doctrine Monroe, c'était on protège le continent américain, on veut pas de colonisation, mais bon après en fait c'est plutôt on installe notre jardin en secret en dessous, allez on va créer des états un peu fantoches. C'est un peu leur arrière quoi. C'est ça. Voilà. Donc il y a aussi des forts mouvements sociaux, voilà, et aussi des crises économiques. On a un continent qui a beaucoup de mal à monter en gamme. C'est aussi ce qui va être un peu récurrent dans la politique chinoise que je vais un peu expliquer après. Et donc pour les stratégies de développement qui va avoir lieu après la Seconde Guerre mondiale pour les pays qu'on dit en développement, en gros c'est tous les autres pays hors Amérique du Nord, Europe. En fait, on va avoir une stratégie qui est plus la stratégie qui va être utilisée dans les pays asiatiques. En fait, donc c'est un peu la stratégie du vol de loi, où en fait au début on va utiliser notre main d'œuvre importante et pas chère pour développer du textile. C'est vrai que j'ai pas donné dans les. Ça pouvait être intéressant en graphique à avoir. Lequel tu veux? Merde, attends, Ouais, on va prendre un truc facile, je le mets. En fait, c'est la stratégie de développement qui va être utilisée
en Asie. Donc ce qui se passe, c'est que là, je crois que je t'ai envoyé dans le document 12 mai. Donc au début, on va avoir donc on a en Asie, enfin, en gros, la théorie, c'est d'avoir une main d'œuvre à bon marché et assez nombreuse. Donc au début, on va faire par exemple du textile, enfin des choses assez simples. Puis après, en fait, on va monter en gamme. Donc après, en gros, on va gagner. Bon là, je t'ai donné vraiment un graphique franchement le mieux. Enfin merde. Enfin, en gros après, on gagne du capital. Après le capital, on peut l'investir pour après utiliser de l'industrie un peu plus lourde. Et après, en gros, pouvoir financer derrière, on va dire du matériel un peu de plus de qualité. En fait, au bout d'un moment, en fait, on tend vers les pays industriels. Donc les premiers qui vont faire ça, c'est le Japon. Après, ça va être suivi par exemple avec les 4 dragons, donc Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, etc. C'est un peu voilà cette stratégie de développement. Et en fait, pendant la deuxième partie du XXe siècle, en fait, l'Amérique latine ne va pas du tout utiliser cette stratégie de développement. On va utiliser une autre stratégie qui est la substitution aux importations. En gros, l'idée, c'est d'avoir un développement auto-centré et en fait de financer ce développement en gros par les emprunts. Ça n'a pas énormément bien marché. On va avoir en Argentine une grosse crise économique avec une banqueroute. Voilà. Donc c'est une stratégie de développement qui n'a pas du tout fonctionné. Donc, parce que c'était bien parti apparemment, l'Argentine à un moment ça avait une bonne croissance et tout s'est cassé la gueule, je crois. Il y a eu une banqueroute dans les années 80, quelque chose comme ça. Et donc en fait ça c'est une stratégie donc, qui n'a vraiment pas fonctionné. Okay. Donc les opérations dans les sociétés sont... Oui. Voilà. Il y en a qui racontent des choses drôles dans le chat. Après aussi, on a un pays avec des fortes inégalités, un continent. Je vais parler de continent par Amérique latine, même si c'est pas géographiquement parler un continent. Fortes inégalités sociales, donc c'est une des régions avec les plus fortes inégalités sociales. Avec donc c'est pour calculer les inégalités sociales, on utilise l'indice de Gini, qui franchement c'est le continent d'Amérique latine, c'est vraiment le plus important. On a par exemple de fortes inégalités, un fort indice de Gini aussi par exemple au sud de l'Afrique en général. Voilà, c'est vraiment les continents les plus touchés. Et surtout, ce qui est aussi très connu, mais ce qui est totalement vrai, on est vraiment sur le continent le plus violent et qui a un taux de criminalité des plus élevés au monde. C'est 5 fois plus que la moyenne, par exemple pour les homicides. Donc voilà, 5 fois plus d'homicides que la moyenne mondiale. On a vraiment une violence urbaine aussi, la question aussi des gangs. Voilà, récemment, il y a eu... c'est assez connu, alors je ne vais pas dire de bêtises, j'ai vu c'était le Guatemala, le Honduras ou le Nicaragua. Il y a eu un président qui s'est vraiment fait élire sur une politique très très ferme sur les gangs, etc. Et ça a été assez connu. Vu, ouais. Voilà. Mais donc on a vraiment une violence qui est très élevée, mais à contrario on a très peu de guerres, on n'a aucune guerre interétatique et on a dans très peu de guerres on a encore, enfin c'est surtout par exemple la guerre des cartels au Mexique, mais on a encore quelques guérillas en Colombie, mais c'est assez dérisoire. Donc c'est donc un des continents les plus pacifiques. Voilà. Donc ça c'était sur toutes les généralités sur l'Amérique latine. Donc maintenant on va pouvoir on va dire le décorum pour parler de la politique étrangère chinoise en Amérique latine. Donc déjà, ce qui est très bien, c'est que l'intervention d'avant qui a été présente va me permettre de raccourcir beaucoup de choses, mais étant donné que le décorum, on va dire, de la politique chinoise a déjà été pas mal installé, donc on va pouvoir aller au cœur du sujet. Donc on va commencer par la partie économique, je pense, qui est quand même le facteur central, surtout avec la Chine. Donc pour commencer en économie, les liens commerciaux. Donc on est sur la Chine est le deuxième partenaire commercial de la région. Et même le premier dans certains pays comme le Brésil ou le Chili. Là par exemple dans ce graphique, on voit c'est marqué entouré en rouge les pays où la Chine est devenue le premier partenaire commercial. Donc bon, dans les années Paraguay, 80, Argentine, Cuba, Pérou, ouais. Venezuela récemment, oui. Il y a un très fort lien entre la Chine et le Pérou dans de nombreux domaines. D'ailleurs, on en parlera avec une multitude d'exemples sur tout un tas de sujets.
enfin pas que pour le Pérou, hein. Voilà. Et donc par exemple le premier, par exemple avec le Brésil ou encore l'Argentine, qui sont quand même voilà des pays assez importants dans la région. Pas avec le Mexique. Le Mexique est vraiment encore c'est vraiment l'influence américaine est vraiment toujours très forte. Donc voilà, donc ça a dépassé par exemple l'Union européenne comme partenaire commercial, et donc ils sont deuxième après les États-Unis, premier en Mais là, on général. voit, en à peine 20 ans, au début, c'était rien du tout. Par exemple, en 2000, la Chine, c'était minuscule, et en 2020, c'était Oui, quasiment ça a vraiment identique. commencé en 2000 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est vraiment à partir des années 2000 où ça va vraiment avoir une forte croissance. Donc on est vraiment sur, je crois, un taux annuel de 31% d'augmentation. C'est-à-dire que voilà, on est sur. Moi j'avais des statistiques, on était environ sur 12 milliards de valeur marchande en 2000 à 300 milliards en 2020, donc multiplié par 18, quelque chose comme ça. Mais alors là on est. Je connais pas après c'est en quelle unité de mesure. Donc en fait, ce qui se passe. Bon. Ouais. Après 2020, il y a eu un dernier pic. Ce qui se passe, c'est qu'on a une demande chinoise qui se fait surtout sur des produits à faible valeur ajoutée. En fait, l'Amérique latine va produire les matières premières dont la Chine a besoin. Parce que donc, on a ce qu'elle a surtout besoin et ce qu'elle peut trouver en Amérique du Sud. On a par exemple le pétrole, qui est aussi assez présent en Amérique du Sud, mais aussi le cuivre, qui est assez important. Le cuivre, c'est un des meilleurs conducteurs, par exemple, pour l'électricité. On a aussi l'uranium, parce que la Chine a quand même pas mal de centrales nucléaires. Le lithium, qui est pour tout ce qui est les batteries, etc., c'est une ressource vraiment ultra importante. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le lithium, on a là, ça serait mieux de voir une carte pour visualiser. Bolivie, Chili, Argentine, ils sont appelés le juste une carte au pif de l'Amérique latine, juste pour voir. Okay. En gros, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, les trois pays, c'est environ la moitié des ressources prouvées de lithium. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à voir. Et aussi, faut pas oublier le soja, dont la Chine est le premier consommateur pour tout un tas de produits de consommation alimentaires, mais par exemple aussi pour l'huile, etc. Donc c'est vraiment une ressource très importante pour la Chine, le soja. Donc voilà, donc comme j'ai dit, donc la Chine est le premier consommateur de soja. Le Brésil, lui, est deuxième producteur après les États-Unis. Donc il y a des liens assez forts. Et donc aussi, par exemple, l'Argentine, 75% des exportations de viande bovine de l'Argentine vont vers la Chine en 2020. C'est quand même assez important quand 75% de l'exportation d'un de tes produits va vers un pays quand même. Et aussi donc énormément d'achats de lithium. Donc comme je l'ai dit, donc le triangle du lithium, Bolivie, Chili, Argentine, mais aussi le Mexique aussi est producteur. Donc c'est quand même des ressources qui sont assez importantes. L'avantage qu'a par rapport à l'Afrique, l'Amérique latine, c'est qu'on a un environnement d'investissement beaucoup plus stable, un système judiciaire plus stable avec vraiment des meilleures infrastructures, hein. On n'a pas des pannes de courant tous les 4 matins, et aussi un grand marché solvable pour les produits chinois, parce que bon, voilà, il y a énormément de problèmes à investir en Afrique. En fait, la Chine-Afrique est assez surcotée. D'ailleurs, pas mal de choses en Afrique sont surcotées. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, la France, la majorité de ses liens commerciaux en Afrique se fait en fait avec l'Afrique anglophone et pas du tout avec l'Afrique de l'Ouest. Parce que, pour faire simple, en Afrique subsaharienne, ce qui est important, c'est en économie, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc c'est anglophone. C'est les puissances économiques en même temps de l'Afrique, c'est pour ça. Ouais, en Afrique subsaharienne, c'est les deux. C'est vraiment les deux centres, parce que on va dire que c'est même pas genre être premier et puis t'as le deuxième qui est un peu après. C'est vraiment ils monopolisent vraiment le poids économique. Donc on a vraiment de nombreux accords de libre-échange. Donc par exemple, on en a 4. C'est avec le Chili, le Costa Rica, le Pérou et en fait très récemment l'Équateur. Et donc on a le projet de route de la soie qui a expliqué donc l'intervenant précédent, Belt and Road Initiative dans la langue de Shakespeare. Donc en fait c'est un peu une sorte de volonté de mondialisation sino-centrée. Donc actuellement les projets, on a surtout un lien en fait entre l'Afrique et l'Europe-Afrique, la Chine et l'Europe-Afrique. Et en fait l'idée récemment, c'est en fait de d'étendre ça à l'Amérique latine. Donc on a eu un des forums de la BRI, donc Belt and Road Initiative, qui a visé à incorporer la région. En 2018, il y a eu des invitations officielles envers 33 pays de la région à participer à cette initiative. Donc là, on est vraiment sur une idée en fait de recentrer en fait la mondialisation sur la Chine.
évidemment en fait en excluant au final les États-Unis. Mais du coup, ça va passer, cette route, elle passe par le Pacifique ou ailleurs? En fait, les routes de la soie, en fait, il faut même pas voir ça comme une route qui... Oui, ça va passer. Oui, ah oui, oui, ça passe par le Pacifique, entre autres. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ça, en fait, maintenant, là, on voit vraiment de la soie qui relie en fait un pôle à un autre. Mais il faut vraiment voir que maintenant, en fait, les projets de la route de la soie, en fait, ça sera plus une sorte d'étoile où la Terre du milieu, donc la Chine, sera donc le centre. Ok. Faut vraiment en fait vraiment voir le projet des routes de la soie comme ça. Donc après, dans le secteur de l'investissement, on est vraiment sur le pays premier investisseur de la région. Donc par exemple là, c'est surtout en fait entre 2000 et 2020 l'influence chinoise en Amérique latine qui va monter. On va avoir par exemple des entreprises chinoises qui vont investir environ 160 milliards de dollars dans environ 480 interactions. Donc souvent des biais de fiquet, de fusion-acquisition. Voilà, donc par exemple, il y a eu l'entreprise China Yangtze Power International qui va arracher des parts d'une entreprise péruvienne. Mais après aussi, elle est surtout cet investissement dans de nombreux projets. Donc là, le mieux c'est d'avoir une carte avec. Laquelle? Ah, attends, celle que t'avais avant là, pas avec les bonhommes, l'autre. Celle-là? Attends, que j'ai vraiment une cogitant, donc j'ai un gros dégage. Ouais, c'est celle-là, ouais, exactement. Okay. Voilà. Donc là, on pourra voir un peu mieux les investissements et enfin les projets qui ont besoin des investissements chinois dans la région. Donc par exemple, dans les secteurs du transport, on a par exemple un projet de mégaport à Chanquez, c'est près de Lima au Pérou, qui sera le plus grand terminal commercial en Amérique latine, qui sera probablement terminé vers 2024, assez récemment. On a aussi un mégaport à São Luís au Brésil, qui donc permet d'avoir un lien en fait entre les productions de pétrole minière, mais aussi et beaucoup agricole du Brésil, puisque le Brésil est surtout une puissance agricole, que ce soit, on va dire, des produits végétaux, mais aussi de l'élevage, dont la Chine la Chine a aussi vraiment besoin, parce qu'il n'y a pas que l'énergie et l'eau qui compte, il y a aussi énormément en fait les ressources agricoles. Hein. Par exemple, un autre pays de la région de l'Asie orientale, qui est le Japon, je crois, est dépendant à plus de 70% en fait des exportations internationales. Oui, par exemple, le soja, oui. Il y a trop de monde comparé à la population pour nourrir tout le monde. Faut importer. Voilà. Donc on a donc aussi un chemin de fer dans l'état de Pará au Brésil, qui va donc relier en fait des extractions de minerais d'Amazonie vers les principaux ports brésiliens. Donc là on voit vraiment, hein, on a donc des ports là près de Sao Paulo, avec des projets de chemin de fer et évidemment aussi des infrastructures de type des ponts. Il y a un pont de 12 km au Brésil entre Salvador et Itaparica. Ça sera le plus grand projet de construction sur l'eau en Amérique latine. Donc on a vraiment donc tout ce qui est infrastructure de transport qui donc permet en fait l'exploitation des ressources de matières premières vers l'exportation en Chine, qui est vraiment énormément développée. Et ça, j'avais pas vu, mais les indigènes, ils braillent pas un peu quand on leur construit des grosses lignes de chemin de fer, on déforeste tout. Oui, il y a énormément de problèmes, surtout Pérou, Bolivie, Équateur, où on a énormément de problèmes. Alors, moi, je me rappelle, j'ai vu un documentaire, c'était une usine de Coca-Cola qui utilisait beaucoup d'eau dans la région et qui avait vraiment des conflits avec les indigènes, etc. Mais il y a énormément de révoltes, de mouvements sociaux par rapport à ça, qu'on appelle les mouvements des droits des indigènes, etc. Qui en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bolivie, en Pérou, en Équateur, les indigènes, c'est pas juste des clampins qui vivent dans la forêt, hein, ils vivent en situation urbaine, quoi. Donc voilà, donc par exemple là, ce que tu vois dans ton article, pas forcément les indigènes qu'on retrouve majoritairement au Pérou ou en Bolivie, quoi. Là c'est plus les mecs en plein milieu de l'Amazonie, quoi. Aussi l'investissement c'est avec énergétique, donc le nucléaire en Argentine, une centrale solaire aussi en Argentine à Jujuy, qui est la plus grande centrale solaire d'Amérique latine. On a aussi des barrages hydroélectriques, par exemple il y a celui de Coca-Codo Sinclair en Équateur,
qui a été inauguré en 2016, et même aussi des raffineries. Il y a une raffinerie, un projet de raffinerie assez important au Venezuela, à Porto de la Cruz. Après aussi, c'est les investissements aussi dans l'exploitation industrielle et l'exploitation minière. Donc par exemple des mines de lithium, donc comme je l'avais dit, le lithium en Bolivie, des mines au Pérou, etc. Et aussi, entre autres, numérique et télécommunications. Ils ont développé un peu le réseau à Cuba. Bon, même si le réseau à Cuba est très contrôlé. Hein. Après, pour finir sur la partie économie, la partie des prêts. Donc, il y a de nombreux prêts chinois dans la région. On va dire que depuis 2005, on a les deux principales banques de prêts chinoises, donc la Banque de développement de Chine et la Banque d'import-export de Chine, ont accordé plus de 141 milliards de dollars de prêts aux pays d'Amérique latine et aux entreprises publiques du continent. Donc c'est plus que par exemple la Banque mondiale ou les diverses banques de développement du continent latino-américain. Parce qu'on a en contexte, on a des pays d'Amérique latine, de nombreux sont endettés en fait. Donc on a une concentration des prêts chinois en fait surtout dans 4 pays. C'est le Venezuela, l'Équateur, l'Argentine et le Brésil. C'est environ 93% des prêts chinois sur le continent. Le Venezuela est d'ailleurs le premier emprunteur de la région et a la dette la plus importante, la dette chinoise la plus importante du monde. On doit élever la dette, ouais, vu la situation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a énormément de manque de garantie de remboursement, ce qui a amené la Chine à être en général beaucoup prudente dans l'attribution des prêts, quoi. Parce que là, en fait, ils sont plus perdants dans l'affaire vénézuélienne. Par exemple, si la France elle est endettée, bah c'est pas grave, tu vois, tu sais qu'elle va rembourser, mais Venezuela, t'es pas sûr, c'est instable le truc, alors tu fais gaffe, quoi. C'est un peu toute la question des notes là. J'ai plus les noms exacts là. Oui, il y a un truc de fiabilité. Voilà pour les prêts, etc. Donc on doit avoir genre l'Allemagne qui doit être tout en haut. Puis après, ouais, le Venezuela qui doit pas être très haut. Il doit être avec Haïti et l'Afghanistan. C'est comme quand tu vas à un date Tinder, je sais pas si tu payes le resto, tu regardes un peu l'indice comme ça, là, tu dis ah Venezuela, je sais pas, non. D'ailleurs, je sais que c'était une Miss qui avait témoigné, tu sais, dans les concours Miss Univers, Miss Monde. En fait, pour les Vénézuéliennes, elles étaient vraiment en mode, c'était genre, elles, c'était pas gagné en soi, tu sais, être Miss Univers qui les plaisait. En fait, elles, c'était juste avoir des papiers américains pour se tirer, quoi, du pays. Genre, ouais, et genre, tu vois que t'as pas mal de Miss qui sont genre vénézuéliennes, mais elles étaient déter, genre, elles faisaient des trucs, des dingueries et tout, quoi. Et, mais c'est ça, mais en fait, on parle souvent des immigrés mexicains qui veulent traverser le mur, mais en vrai, ils viennent souvent des Venezuela et tout ça, ceux qui veulent se barrer. C'est pas forcément des Mexicains qui se barrent, qui passent la frontière états-unienne, non. Ben, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en termes de quantité, je crois qu'environ 60% sont mexicains. Par contre, en part dans la population, les pays où on a... Enfin, par rapport à la population du pays, c'est surtout en Amérique centrale, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Salvador, où on a, par rapport à la population, les immigrations les plus fortes. Après, oui, là, il y a le cas du Venezuela aussi récemment. C'est particulier aussi. Ouais. Après, en fait, c'est surtout l'immigration vers les États-Unis, en fait, surtout des pays, voilà, Mexique, Amérique centrale, pas tant en fait l'Amérique du Sud. Parce que là, j'ai vu le Venezuela a perdu 5 millions d'habitants depuis la crise. Oui, je sais pas, ils sont barrés du coup. Il y a eu des. La Colombie devait accueillir des réfugiés, alors je sais pas si ça s'est fait, mais. Et par contre, à contrario, le Brésil, donc, qui est le deuxième emprunteur de la région, c'est par exemple ces entreprises, l'une des plus connues pour le pétrole, c'est Petrobras, qui réussit à rembourser la plupart de ses prêts. Voilà. Ensuite, après, pour les autres, donc là, voilà, on a Xi qui serre la main avec Bolsonaro, qui a eu une... oui, c'est... Enfin, le nouveau. C'est l'ancien qui est le nouveau. Oui, l'ancien qui est le nouveau, qui est revenu. Voilà. Qui a eu des relations diplomatiques avec la Chine assez ambiguës, c'est-à-dire on est vraiment sur je t'aime moi non plus, puis en fait je t'aime, en fait ouais, maintenant. C'est, on va dire... Géopolitique de base, hypocrisie. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, en fait, il était très mouvant, tu vois, genre dans le sens qu'à un moment, il était... Genre, en gros, il savait pas trop vers où pencher, tu vois, entre les États-Unis et la Chine. Donc, en fait, il tanguait un peu, il avait pas vraiment de ligne géopolitique précise. Plus dans ce sens-là, pas dans le sens, les déclarations, il n'a pas grand-chose à faire. Oui, pas vraiment de parole, quoi. Il change un petit peu au fil du temps, il est pas trop sûr. Voilà.
Donc par rapport donc à la diplomatie, donc les relations diplomatiques chinoises, elles sont dans tous les pays d'Amérique latine, sauf le Belize et le Paraguay. D'ailleurs, en fait, souvent il y a alors c'est surtout des îles dans le Pacifique, les Antilles, mais aussi souvent c'était le cas aussi avec le Belize et le Honduras. On a vraiment des pays qui en fait sont vraiment encore plus les vassaux des États-Unis que genre l'Europe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un vote international à faire, ils votent toujours. Enfin, par exemple, c'était pour. Avec les États-Unis, ok, Oui, c'est toujours de leur côté. Ouais, en fait, c'est eux qui reconnaissent Taïwan, mais ils reconnaissent pas la République populaire de Chine, c'est ça. Okay. Alors oui, j'y viens là-dessus. Donc il y a donc ces accords diplomatiques, par exemple, Xi Jinping, depuis qu'il est président de la Chine, donc depuis environ 2013, il a eu 11 fois des voyages en Amérique latine. En général, il fait des tournées pour voir plusieurs pays en même temps. Hein. On va dire qu'il fait d'une pierre deux coups pour développer des accords de coopération avec de nombreux pays dans de nombreux domaines. Et donc il y a la question de Taïwan. Donc en fait, Pékin veut vraiment isoler Taïwan en fait en refusant le commerce et les investissements à tous les pays qui reconnaissent Taïwan en tant que tel. Donc entre autres le Belize, le Paraguay. Donc on a en fait en 20 ans. Donc c'est vraiment en fait le tournant des années 2000 qui est vraiment crucial dans la politique étrangère chinoise en Amérique latine, parce que en fait avant les années 2000, peut-être à part peut-être genre Cuba, mais en fait quasiment tous les pays d'Amérique latine reconnaissaient Taïwan en tant que tel. Et là maintenant. Et après elle est devenue puissante la Chine, donc bon maintenant tu changes un peu de côté quoi. Et désormais on a seulement 3 pays, donc Paraguay, Belize. Alors l'autre pays c'est le Honduras, mais alors le Honduras ils tendent à en fait ne plus reconnaître Taïwan. Enfin, il y a un rapprochement avec la Chine. Et après, il y a aussi 4 autres pays dans les Antilles, dont Haïti et 3 îles un peu OSEF. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 7 pays en Amérique, bientôt 6, qui reconnaissent Taïwan. Quoi. D'accord. D'un point de vue militaire, on a des signatures de partenariat stratégique, mais vraiment rien de vraiment très sérieux. En fait, il y a un peu une crainte, c'est vis-à-vis américaine, c'est vis-à-vis en fait des ports chinois dans la région. Parce que en fait, il y a eu, par exemple, c'est un peu connu au Sri Lanka où en fait les Chinois ils ont investi dans un port au Sri Lanka, et vu que le Sri Lanka ne pouvait pas rembourser l'investissement au niveau du port, en gros ils ont dû pendant un siècle, en gros le port appartient à la Chine. Donc et un peu la Chine peut faire un peu ce qu'il veut dans ce port, et en faire par exemple genre un port plus à vocation militaire. Donc ça peut être un sujet de crainte qu'un de ces ports soit sous contrôle chinois, quoi, par exemple. Après, on est surtout en fait sur des ventes d'armes. Donc là, dans la décennie 2010, on a environ 165 milliards de dollars d'équipements militaires qui vont être vendus, principalement au Venezuela. C'est ce que c'est comme équipement ? Bolivie, Équateur. Des armes légères, des avions et des radars de défense aérienne. Okay. Voilà. Après, rapidement, sur d'autres domaines, sur la politique étrangère chinoise. Donc sur le domaine culturel, on a donc la Chine qui va donc implanter beaucoup d'instituts Confucius, qui est un peu instituts qui sont là pour promouvoir souvent dans des universités ou des écoles, des grandes écoles de pays qui vont, il y en a vraiment partout, hein, des instituts Confucius dans tous les continents. Ils le faisaient aussi en Afrique, ça aussi. Pour développer la langue, il y en a en Europe, hein, il y en a en France, à Nantes. Il y a un des lycées qui abrite un institut Confucius, mais il y en a plusieurs en France. Hein. Je sais pas. Ouais. Je connais même un professeur qui est plus ou moins lié à cet institut. Donc, on voit Brésil, qu'il y en a pas mal. Ouais. Le Pérou par rapport à la population, la taille, vraiment le Pérou c'est un pays où il y a vraiment très très fort lien. L'Argentine aussi d'ailleurs est le premier partenaire commercial de la Chine dans la région, devant même le Brésil. Voilà. Donc culturellement on a par exemple les instituts Confucius, mais tout un tas de festivals culturels pour un peu promouvoir en fait la culture chinoise, etc. Voilà, donc pour un peu avoir un aspect, et d'ailleurs la Chine est vue positivement dans le continent, un peu déjà avec tout ce qui est les investissements, etc., un peu comme une sorte de bienfaiteur, surtout après ce que je vais développer, après ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Donc il y a la Chine est vraiment vue d'une manière un peu positive.
Ce qui est assez drôle parce que quand la France a fait pareil avec un autre continent à développer des infrastructures médicales, de transport, etc. C'est bizarre, il n'y a pas c'est le. horrible. Là, ça, c'est pas gentil. Donc, voilà. En termes éducatifs, on a des programmes d'échange de bourses, d'échange et de bourses d'études pour les étudiants, des universités qui sont jumelées, etc., avec beaucoup d'échanges. Voilà, par exemple, en 2019, la Chine a accordé 10 000 bourses d'études aux étudiants latino-américains pour étudier en Chine. Ce qui est le terrain des universités est quand même un terrain assez important. Et on a aussi des projets de développement éducatif qui se développent. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas Nantes, apparemment c'est vers Angers, ton institut. Ah non, il y en a un, j'en suis sûr. Bah, il y en a deux alors. Après, il y en a beaucoup en France. Hein. Et il y en a plusieurs en France. Hein. Il me semble qu'il va en avoir à Paris. Pas forcément, oui, Paris. Il y en a pas mal. Il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a partout. Hein. Il y en a à La Rochelle. Ok, bah. Voilà, petite précision. Aux États-Unis, il y en a vraiment dizaines. Hein. Donc voilà. Donc en termes de santé, en fait, c'est là où j'en reviens en fait pendant la crise Covid. Vu que l'Union européenne était un peu avait du mal déjà à gérer une maladie qui tue les boomers. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle va être très peu engagée sur le continent, alors qu'en fait la Chine va développer une grande aide dans le continent, donc avec du matériel médical, tout ce qui est les masques, fournir des vaccins, etc. Ce que l'UE va pas faire, etc. Après, dans les sciences et technologies, on va dire que la Chine a beaucoup de centres de recherche conjoints avec beaucoup de pays d'Amérique latine pour promouvoir la coopération scientifique et technologique. Par exemple, la Chine a établi un centre de recherche et de développement de nanotechnologie en Argentine. Donc, le sujet du développement, c'est sur la nanotechnologie. Il y a aussi il me semble une base, c'est une base de recherche spatiale aussi, alors, qui doit être en Argentine ou au Chili, au niveau des Andes, hein, c'est là où c'est le plus optimisé. Qui d'ailleurs fait un petit peu, qui est aussi un autre sujet de crainte américaine, mais j'en reviendrai à la suite. Donc voilà, donc là j'ai vraiment fait le tour, on va dire, sur la politique chinoise en Amérique latine dans différents domaines. Donc si je peux rapidement finir sur plus les conséquences en fait de cette politique. Donc d'abord économiquement, donc comme je l'ai dit, on a un peu j'ai plus le terme. Enfin, c'est un merde. Comment ça s'appelle les musiques dans par exemple dans les films, etc., où genre c'est un thème qui est associé à quelque chose. Merde. Le chat. C'est un peu vague, je sais pas si tu peux apporter une précision. Musique, film. En fait, tu vois, quand il y a un moment, il y a un personnage qui arrive, il y a une musique qui lui est associée, quoi. Un thème, ouais. Thématique, thème. Ouais. Tout le monde dit thème, apparemment. Spécifique, je sais pas. Ah voilà, le leitmotiv. Donc il y a vraiment un leitmotiv qui est récurrent en fait en Amérique latine, c'est cette volonté en fait de monter en gamme, ce qui est intéressant. Donc c'est un peu ce que j'expliquais avec le vol de loi en fait, de développer au fur et à mesure en fait son industrie. Sauf qu'en fait le problème c'est que le commerce avec la Chine, en fait on assiste plus en fait à l'inverse à une reprimarisation en fait de l'économie. Reprimarisation, c'est de revenir donc au secteur primaire, donc agriculture, exploitation minière, etc. En fait, exploitation de matières premières, qui est donc complètement à l'opposé en fait de ce que souhaite vraiment en économie pour son développement en fait l'Amérique latine. Et parce que là on voit là c'est censé être pétrole, c'est énorme, voilà. Ça représente minerai. Donc alors c'est bénéfique au court terme parce que ça permet d'avoir une balance commerciale équilibrée, mais au long terme en fait ça empêche totalement en fait d'améliorer vraiment d'investir, de monter en gamme en fait dans le continent. Donc voilà. Aussi on a donc un pays qui autre conséquence, c'est qu'il dépend totalement de la demande chinoise. Donc par exemple pendant la crise de 2008, il y a eu une demande chinoise en matières premières qui a vraiment diminué. Et donc la demande chinoise est diminuée, ça implique qu'il y a énormément de problèmes en Amérique du Sud à cause de ça. Et aussi on a donc le piège de la dette. Par exemple, il y a 11% de la dette équatorienne qui est détenue par la Chine.
Donc il y a aussi des problèmes avec ces nombreux prêts, etc. Donc une très grosse dépendance à la Chine. Donc là on vient, en fait on a donc un problème aussi hein, qui arrive, c'est de dépendance à la Chine. C'est que avec des liens économiques très forts, aussi diplomatiques stratégiques, en fait on a vraiment des pays qui deviennent en fait très soumis à la Chine. Donc on va dire qu'ils sont passés, pour certains ils vont passer des États-Unis à la Chine. Et ça comment dire, bah, comment dire, pour la souveraineté de ces États c'est problématique. Par exemple l'Argentine qui est donc premier partenaire commercial de la région, qui a d'ailleurs une promesse chinoise que l'Argentine peut adhérer au BRIC. Bah, ça fait que l'Argentine a beaucoup d'obligations envers la Chine. Par exemple, la Chine peut se permettre, par exemple, il y a 400 bateaux chinois de pêche qui sont près des côtes argentines et qui des fois en fait dépassent les eaux internationales et arrivent dans les eaux territoriales chinoises, territoriales argentines. Et ça c'est la pêche agressive ça. Et ça bafoue la souveraineté de l'Argentine, mais l'Argentine ne peut rien dire parce qu'elle est complètement... elle a trop d'obligations par rapport à la Chine. T'es dépendant, tu fais rien, tu fermes ta gueule. Voilà. C'est comme quand t'as les F-35 américains, tu fermes ta gueule aussi. Parce que, autrement, et donc l'autre de ces conséquences, en fait, c'est une crainte des États-Unis, parce que une crainte que les États-Unis ont de cette politique, évidemment, parce que jamais, en fait, depuis la guerre hispano-américaine de la fin du XIXe siècle, en fait, les États-Unis avaient vraiment totalement les mains libres sur le continent. Jamais elle a vraiment eu un concurrent dans la région, en fait. Donc on a vraiment une crainte des États-Unis. Donc qui reste quand même très implanté dans la région. C'est toujours le premier partenaire commercial dans la région. Il y a toujours de nombreuses bases militaires américaines présentes. C'est toujours le pôle de flux central américain, que ce soit économique mais aussi migratoire, et aussi on va dire de l'économie du marché noir. Enfin, voilà, on va dire avec, je sais pas si on peut dire ça sur Twitch, mais non, ne le dis pas. Des choses qui. Tu veux dire quoi? Des choses. La coco. Voilà. La noix de coco. Voilà, la noix de coco. Oh, d'accord. Ou la noix de cola. Voilà. Et en fait, par contre, les États-Unis gardent une énorme influence, c'est sur le Mexique. Et en fait, le Mexique, c'est 70% des échanges américains d'Amérique latine, c'est avec le Mexique pour les États-Unis. Donc, elle est toujours très implantée au Mexique. C'est vraiment. Voilà. Après, en fait, certains pays où elle a beaucoup moins d'influence. Donc, les États-Unis sont évidemment préoccupés par ce projet de route de la soie, qui est pour eux un énorme danger, parce que là c'est carrément dans leur précaré où en fait qui va être relié à la Chine, eux ils en sont exclus. On a aussi donc comme j'avais expliqué donc la station spatiale chinoise en Argentine qui fait assez peur aussi, ces questions avec ces ports, ces investissements dans les ports en Amérique latine par les Chinois, etc. Donc on a plus ou moins une peur de la Chine. Et d'ailleurs on avait récemment en fait là les robots espions là en Amérique. Donc il y en a qui étaient en Amérique latine, mais en Amérique états-unienne, mais d'autres en fait sont arrivés sur d'autres pays d'Amérique, genre par exemple je crois la Colombie, etc. En fait les autres pays ils ont eu une réaction pas du tout hostile en fait. Genre, ce qui vraiment démontre l'influence en fait chinoise dans la région. Voilà. D'accord. Tu as autre chose à ajouter?